C'est William Molinier donc avec nous. Dernier recours, enquête sur l'affaire Nahel. Alors on la connaît cette affaire Nahel, bien sûr, hélas. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on entre précisément dans le détail de la course-poursuite et de ce qui va arriver, le drame, lorsque Florian M. tuera Nahel. Vous écrivez pendant ces 2 minutes et 40 secondes, la Mercedes parcourt 3,80 km à la vitesse moyenne de 69,5 km/h. Grâce aux images de vidéosurveillance, il est certain que la voiture a franchi à 6 reprises la vitesse de 90 km/h et atteint la vitesse maximale de 116 km/h. Nahel manque de percuter un cycliste lors d'un virage. Plus loin, un piéton rebrousse chemin en courant sur un passage protégé. Un témoin se manifestera quelques jours plus tard. Et on imagine sur sa moto l'état dans lequel est le policier qui le poursuit. Il y a une tension, forcément. Et là, on est au cœur de ce qui prépare, hélas, le drame qui arrive. Et oui, et vous avez raison de dire qu'on la connaît cette histoire, mais il y a un certain nombre d'éléments, en tout cas il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites et qui ont été passées sous silence, et notamment, moi à mon sens, en me replongeant dans cette affaire, en décortiquant minute après minute en fait cette intervention de police et derrière les réactions médiatiques, l'emballement politico-médiatique, il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous silence, et notamment ces 2 minutes 40 qui précèdent le tir du policier, qui commence en fait avec le contrôle de police où les policiers demandent à Nahel de se ranger pour procéder à son contrôle d'identité parce qu'il roule sur une voie de bus. Et c'est 2 minutes 40 où effectivement là il y a un refus d'obtempérer caractérisé et une folle embardée dans les rues de Nanterre à 8h du matin, à l'heure de l'embauche et à l'heure du chemin, enfin, en fait, des gens qui vont déposer leurs enfants à l'école. On a, si vous voulez, dans cette affaire, on a passé sous silence ce genre de ces faits. C'est pas voilà, ce livre. Je suis vraiment retourné dans l'enquête, dans les faits précis, parce qu'il me semblait qu'il était important et urgent surtout de renouer avec le fait et ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Alors effectivement, sur le refus d'obtempérer de Nahel, vous écrivez, ce n'est pas le premier. Ce jeune du quartier a le goût de la vitesse, de l'adrénaline et du risque. Il a 17 ans, il est déjà connu dans les fichiers pour 4 refus d'obtempérer, dont le dernier en date remonte au 24 juin 2023. C'est 3 jours avant, et il est aussi effectivement connu pour une trentaine de verbalisations en l'espace d'1 an et demi. 35 reprises. Ah. Il a été verbalisé à 35 reprises entre le 19 août 2022 et le 18 mai 2023, dont 27 fois à bord de son propre scooter Piaggio. Voilà, avec à chaque fois des sens interdits, des conduite sans casque, usage abusif du klaxon en pleine journée. Enfin voilà, c'est pas non plus des énormes délits, des incivilités importantes. Oui, des incivilités parfois. Et parfois des délits. Et effectivement, tout ça, on l'a pas beaucoup raconté en fait. Oui, parce que c'est sur le moment. C'est le petit ange. Ça c'est la phrase de Kylian Mbappé. Voilà, on est resté sur cette image. On est resté. L'espace médiatique a voulu rester sur cette image parce que il y a une lecture qui a été proposée immédiatement de lecture proposée et qui s'est quand même enquistée sur un mensonge, en tout cas un récit erroné de la part du passager avant. Vous savez, il y avait 3 personnes dans le véhicule, et le passager avant, en fait, prend la fuite et dès le soir même va raconter sur les réseaux sociaux sa version qui consiste à dire qu'en fait les policiers ont donné des coups de crosse au visage de Nahel, que lui-même est tombé dans une sorte d'inconscience et involontairement il aurait relâché la pédale de frein et donc la voiture aurait redémarré. Et tout ça, tous ces éléments-là ont été contredits derrière par une enquête qui a duré 1 an et sur laquelle en fait je reviens aussi dans le livre pour expliquer comment l'enquête est venue percuter
le récit initial qui avait été fait de cette affaire. William Molinier est avec nous. Il a écrit Dernier recours, enquête sur l'affaire Naël aux éditions Mareuil. Autre élément qui vient percuter évidemment ce drame, c'est les premiers mots du président de la République. Oui, un acte inexplicable, inexcusable surtout, parce que l'inexcusable, on est sur le domaine, en tout cas dans le registre quasi judiciaire. Si c'est inexcusable, c'est qu'il est coupable et donc il doit être condamné. Et en fait, c'est ce moment-là qui fait basculer l'opinion publique dans une forme de légitimation des violences qui ont eu lieu derrière, notamment des émeutes. Et c'est vraiment un moment important parce qu'on est très rapidement après les faits. On est le lendemain matin. Emmanuel Macron est à Marseille pour un déplacement sur l'insécurité et les fusillades. Vous savez, le trafic de stupéfiants, le narcotrafic à Marseille. Et il y a un micro tendu et il va dire ces mots. Et évidemment, en fait, ça fait basculer, à ce moment-là, l'opinion publique sur. Alors, au départ, il est revenu d'ailleurs sur ces mots, le président de la République. Non, il n'y a pas eu tout à fait étonnant. Même si au départ, moi, on me l'a expliqué, des proches du président me disent, et je mets pas en doute ça. Je pense qu'au départ, la volonté, c'est de surtout calmer le jeu, de surtout apaiser, faire en sorte que tout le monde... parce qu'il y a déjà des émeutes la veille à Nanterre, c'est pour l'instant très circonscrit, et évidemment, l'angoisse des autorités à ce moment-là, c'est que ça se diffuse partout en France. Et donc, il le fait dans une intention qui, a priori, est louable, sauf que le problème, c'est que ça crée en fait l'inverse, c'est-à-dire que ça légitime derrière la violence et la colère. Oui, et puis ça met le poids de la responsabilité sur le policier. Voilà, alors ça c'est évidemment quand même extraordinaire. Évidemment, la présomption d'innocence, là, la présomption d'innocence vole en éclats. Et puis il y a eu un deuxième erreur politique. Rappelez-vous, c'est la minute de silence à l'Assemblée nationale. Ouais. Ça aussi, moi j'étais extrêmement choqué de cette minute de silence qui était à la fois une atteinte aussi à la présomption d'innocence du policier, et en même temps une négation du caractère dangereux que représentait ce jeune, dont la mort est regrettable bien sûr. Et donc c'est quelque chose de sans précédent. Et celle-là, Yann Braun-Pivet ne l'a pas regretté. Elle l'a pas regretté. Alors par contre, elle a regretté celle de Quentin. Ça ne m'a pas échappé. Ouais. Alors votre livre est vraiment passionnant parce que il est très précis. Bien sûr, très documenté. Entre-temps, à 8h15, écrivez-vous, et 48 secondes précisément, Florian avise la radio du refus d'obtempérer. Naël n'obtempère pas. Tout se joue en 7 secondes. Florian et Julien ont leur visière de casque relevée. Julien légèrement penché sur le conducteur, une partie des bras engagés à l'intérieur de la voiture. Florian, lui, est au niveau de l'aile avant gauche. Il fait face à Naël. Le coude en contact avec la voiture au niveau de la base du montant du pare-brise. La voiture redémarre. Au même moment, Florian appuie sur la détente de son Sig Sauer en se redressant pour se dégager de la trajectoire de la voiture. Le véhicule poursuit sa route à faible allure. À ce moment-là, Naël est mort. Eh oui. Et je pense qu'on ne comprend pas l'état dans lequel sont les policiers à ce moment-là, si on ne regarde que cette vidéo de 40 secondes que je pense tous les Français ont vu, et qui... Si on ne regarde que cette vidéo, et c'est vrai que ça a été, mais même dans mon entourage, et même y compris chez les policiers, quand je les ai interrogés pour savoir ce qu'ils en pensaient de cette intervention, il y avait quand même beaucoup de policiers qui m'ont dit, qui ont trouvé que c'était une intervention qui c'était pas une bonne intervention. C'est-à-dire comment ces policiers se sont retrouvés dans cette situation-là, voilà. Mais ils n'avaient vu que ces 40 secondes. Et en fait, on ne comprend pas l'affaire Naël si on n'explique pas donc ce qui s'est passé avant, les 2 minutes 40, l'état d'esprit dans lequel sont les policiers, l'état de stress très important des policiers, et la justice aura mis 1000 jours, quasiment 1000 jours, à considérer, à se mettre dans la peau du policier au moment du tir, alors qu'elle aurait dû le faire dès le début. C'est le principe même de la justice. Quand on juge des gens, on se met dans leur peau, dans leur situation. On essaie de comprendre pourquoi ils sont passés à l'acte, voilà. Et donc la justice, c'est la dernière décision qui a requalifié en fait le meurtre en coup mortel. Et c'est une constance dans toutes les déclarations du policier, de Florian.
Il a été constant tout au long de la procédure en disant qu'il n'avait pas voulu tuer Nahel, qu'il n'y avait pas cette intention de tuer, alors même qu'il aurait pu, à de nombreuses reprises dans la procédure, évoluer dans sa stratégie de défense en disant voilà, le coup est parti tout seul, c'est un homicide involontaire. Non, il tue parce qu'il pense. Parce qu'il pense et qu'il sait qu'il est en danger. Oui. Lui, son collègue et possiblement d'autres personnes. C'est ça. D'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Il est 8h15 le matin, il y a beaucoup de monde évidemment qui est présent. Et effectivement, la voiture redémarrant, il y a un risque pour les autres personnes qui sont. Bon. D'ailleurs, cette voiture, il n'a pas le permis, Nahel ? Non. Bon, c'est une Mercedes qui a été immatriculée en dehors de France ? En Pologne, et qui est, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles Julien, donc le collègue de Florian, remarque cette voiture, c'est que c'est une plaque polonaise et que les plaques polonaises, il y a une alerte au sein dans les commissariats de faire attention surtout aux plaques polonaises qui sont montées sur des voitures de ce type-là, des gros bolides, parce qu'elles sont impliquées dans les trafics de stupéfiants ou de go fast, grâce à une ribambelle en fait d'entreprises et de sous-location pour ne jamais remonter au propriétaire. Et là encore, par exemple, sur cette voiture, il y a une zone d'ombre terrible dans cette enquête, c'est que Nahel, en fait, est la 5e personne, le 5e échelon entre le propriétaire et lui. Il y a eu 5 personnes. Il y a le propriétaire, donc, qui est un Polonais qui n'a jamais été interrogé, retrouvé, qui la loue en fait à une société de location, qui elle-même va la louer à une personne donc, qui va bénéficier de cette voiture, qui lui-même va le prêter à un jeune de Nanterre, qui lui-même va le prêter à Nahel. On est sur un échelon de 5 échelons de responsabilité. Comment vous expliquez qu'après plusieurs mois d'enquête, d'instruction, tout à coup, la chambre d'instruction a changé d'appréciation, a pu considérer qu'il avait cette volonté de tuer, puis il a toujours nié d'ailleurs, et l'a disqualifié en coup volontaire et entraîné la mort sans intention de donner. Qu'est-ce qui a fait basculer les juges sur cette position ? Parce que c'est essentiel. Je vais... Dans le dossier, d'après vous. En fait, les juges d'instruction, ils ont toute l'enquête. Donc, c'est-à-dire, au moment où les juges d'instruction considèrent que c'est un meurtre, ils ont les mêmes éléments, tous les mêmes éléments que les juges d'appel. En fait, c'est simplement la lecture du dossier qui a été différente. C'est quand même... mais parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que la justice, et ça vous le savez aussi bien que moi, c'est au tout départ, c'est une volonté. Il y a un code pénal, on caractérise, voilà. Mais au tout départ, la justice, c'est une volonté de qualifier cela de meurtre au départ, de placer en détention provisoire. Ce sont les mêmes éléments. C'est quoi, il y a une pression, alors, une pression de l'opinion, une pression politique. Oui, la pression en première instance, elle est, et notamment la pression de la rue au moment du placement en détention de Nahel, elle est terrible. C'est-à-dire que depuis le bureau du juge des libertés et de la détention, Florian et le juge et le JLD voient à travers les fenêtres les effluves de fumée monter à Nanterre des émeutiers. Donc là, il y a une pression directe de la rue parce qu'au même moment, il y a cette marche à l'appel de la mère de Nahel qui demande une révolte pour son fils, et c'est au moment même où est prise cette décision de placement en détention provisoire. Il est 17h25 quasiment, nous sommes avec William Molinier sur l'antenne d'Europe 1, dernier recours, enquête sur l'affaire Nahel aux éditions Mareuil. C'est passionnant de vous écouter. Qu'est-ce qu'ils font, ces 3 jeunes, à 8h15 le matin ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Nahel, on sait qu'il a... Alors, c'est selon les déclarations de sa maman. On sait qu'il a quitté le domicile familial aux alentours de 7h du matin. Sa mère lui a donné un petit billet et il était sur le chemin pour aller, semble-t-il, petit déjeuner au McDonald's de Nanterre. Ça, ce sont les déclarations. Il va pas à l'école, il va pas au lycée, c'est ce que je veux dire. À 17 ans, c'est un enfant qui n'est pas scolarisé. Il roule dans une Mercedes improbable. Il a quitté le lycée ? Non, il est toujours scolarisé. En revanche, il y a un des passagers qui, lui, a 14 ans au moment des faits, qui est très jeune quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, en fait, il a passé la nuit dehors. Il est allé à la mosquée. Et il se retrouve en fait sous un abribus avec il se retrouve à 3 sous un abribus, et en fait cette voiture tourne
toute la nuit. Il y a plusieurs conducteurs qui prennent la main sur cette voiture, qui va tourner entre plusieurs groupes pour faire ce qu'on appelle des rodéos urbains. Et on voit cette voiture, par exemple, aller très vite sur l'A86 et voire même dans un département limitrophe. Ces gens-là seront au procès, évidemment. Eux sont partie civile. Voilà. Ils sont partie civile. Les deux jeunes témoigneront, évidemment. Bon, on va continuer d'évoquer cela parce que c'est un des grands sujets de l'année et je plains vraiment d'abord Florian M, bien sûr, parce qu'il y aura une pression sur lui qui sera importante, alors que c'est un policier, me semble-t-il, qui a fait évidemment ce qu'il ne faut jamais faire, hélas, c'est-à-dire tuer une personne. Il n'a pas tué, je suis désolé de vous reprendre là-dessus. Il n'a pas tué ? Tout à l'heure aussi, vous avez dit tuer. En fait, il l'a blessé mortellement. C'est d'ailleurs la qualification coup mortel et entraîner la mort sans atteinte. Quand on dit tuer, c'est qu'il y a une intention. Il a tué. Il n'a pas eu l'intention de tuer. Et ce qu'il ne faut jamais faire, bien sûr, hélas, et lui-même. Bon. Et puis c'est un drame pour Naël et sa famille. Et tout cela était évident, mais c'est un policier qui est dans l'exercice de son travail. Que pouvait-il faire d'autre dans une situation aussi dramatique que celle-là ? Les jurés devront répondre évidemment à cette question. Il a fait de la prison, Florian M. On en a souvent parlé parce que ça nous a choqués et on va continuer d'évoquer avec vous ce livre qui est tout à fait formidable. À tout de suite. Donc William Molinier est avec nous, dernier recours, enquête sur l'affaire Naël. Il est journaliste sur l'antenne d'Europe 1, vous le savez, service police-justice, un service d'ailleurs passionnant. Bien évidemment, et tous ceux d'ailleurs qui sont les reporters, les journalistes du service police-justice ont parfois des destins formidables parce qu'ils deviennent raconteurs d'histoires, ils sont plongés. Frédéric Potcher était le grand ancien d'Europe 1, mais que de journalistes police-justice sont identifiés, bien sûr, par Paul Lefebvre, oui, bien sûr. Paul Lefebvre, il parlait comme ça. Il disait, le procès qui s'ouvre ici à Nantes est un procès important. Le président, homme grand. Vous l'imitez bien. Exactement, il parlait exactement avec comme ça. Avec ses petites lunettes rondes. Exactement. Bon, ce qui nous intéresse dans l'affaire Naël, c'est Florian. Donc, Florian M, il est tout de suite mis en garde à vue. Il est tout de suite mis en garde à vue. Et d'ailleurs, ça, c'est un des éléments qui a été utilisé dans la récupération de cette affaire, c'était de dire que les deux policiers s'étaient arrangés sur une version commune pour écarter leurs responsabilités. Et en fait, quand vous reprenez exactement les heures de placement en garde à vue, les endroits, ils n'ont pas pu se croiser. Ils n'ont pas pu se croiser. Les deux policiers ont été très rapidement séparés, mis à l'écart, pris en charge. C'est Julien et Florian. Florian et Julien, ils sont passés d'abord à l'hôpital pour voir un médecin pour qu'il établisse une compatibilité avec une mesure de garde à vue. Et ils sont... ils sont pas tout de suite placés en garde à vue. Il y a d'abord une audition libre, et c'est ensuite que le parquet de Nanterre prononcera le placement en garde à vue. Vous écrivez dans l'opinion publique le sort des deux policiers déjà scellé. On parle de l'affaire Naël comme d'une nouvelle preuve que la police exerce des violences systémiques dans les quartiers. L'affaire est politique. À gauche, la colère gronde. Même avec le meilleur avocat du monde, la légitime défense qui implique une notion de riposte proportionnée ne peut même pas être envisagée. Et puis, il y a ce terme, le fait que le terme « shoot-le » aurait été prononcé, n'a pas été démontré par le rehaussement sonore de la vidéo. Mais pourtant, cette idée que « shoot-le », ce mot-là, cette expression-là a existé, qu'elle a été dite donc par le collègue de Florian M. En fait, ça c'est un biais cognitif de la vidéo. C'est-à-dire que très rapidement sur cette vidéo, des commentaires en dessous vont écrire « il dit shoot-le, shoot-le ». Et en fait, c'est vrai que quand vous regardez la vidéo, avec ces mots-là en tête, vous entendez shoot-le, shoot-le. Mais l'enquête, cette bande sonore a été exploitée, rehaussée. En fait, ce qui est dit à ce moment-là, c'est coupe-le, coupe-le. Sous-entendu, coupe le moteur. En fait, c'est un des deux policiers qui qui exige de Naël qu'il coupe le moteur. Et c'est ça, en fait, ces mots qui ont été prononcés. Or, à ce moment-là, ces termes de shoot-le, shoot-le qui sont écrites en commentaire dans cette vidéo,
va effectivement emmurer les policiers dans une image de meurtrier et même avec quasiment cette idée de préméditation. C'est-à-dire l'idée qu'un des deux policiers aurait demandé à son collègue de tirer. Combien de juges ont ce dossier Quel est le juge qui... 3 juges. 3 juges bon. Au départ. Et on connaît le profil de ces juges, parce que qu'est-ce qui fait par exemple que Florian M n'a pas de non-lieu ? Moi, je pourrais considérer qu'il y a un non-lieu. Oui. Alors évidemment, en fait, je suis pas juge, mais je pourrais y avoir un non-lieu. Mais pourquoi ? Si, il peut pas. essayer Mais arrêtez. Non, je pense pas. Mais pourquoi ? Permettez-moi de dire ce que je pense. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours la même Parce chose. que c'est, pourquoi ? au minimum, c'est un homicide involontaire. Non. Il y a un fait. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il y a un jeune qui est mort suite à un coup de feu. C'est soit un homicide involontaire, soit des coups mortels, soit un Mais il meurtre. peut très bien avoir un non-lieu. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça, par exemple ? En fait, le non-lieu... Si c'est légitime défense... Enfin, voilà. Moi, je vous assure, Georges, Parce qu'il y a eu une utilisation... Parce que en dehors vous le de la condamnez loi. déjà ? Non. Bah si. Bah si, Non. c'est en dehors de la loi. Ça, on ne le sait pas. Ça peut être La loi proportionné. 2017, l'usage Vous des le armes... condamnez. Vous le condamnez. En disant il ne peut pas avoir de non-lieu, vous le condamnez. C'est d'ailleurs toute notre discussion qu'on a ensemble en permanence, c'est-à-dire que vous-même êtes soumis, manifestement, à un certain état d'esprit du pays. Vous dites, on ne peut pas avoir de non-lieu. Bah si, en fait, Non, mais il en peut. fait, pardon... Il peut peut y avoir un non-lieu que... Il peut y avoir un non-lieu que si vous retenez la légitime défense. oui, mais c'est le sujet. Évidemment, c'est le sujet. C'est tout. Mais s'il n'y a pas de légitime défense, il ne peut pas y avoir non-lieu. Et vous ne pensez pas qu'il y a légitime défense en Ça, l'espèce ? c'est au juge à le dire. Hein. Mais c'est d'abord à ce juge qui a instruit. Il a estimé qu'il n'était pas en état de légitime défense. Je vous C'est-à-dire le dis, légitime défense, la menace pour lui-même ou pour autrui. Je vous Ah oui. répète, Oui. je vous répète, votre réaction, elle est très intéressante d'ailleurs, parce qu'en fait, elle montre toute cette société française qui refuse d'appliquer parfois tout simplement l'autorité. Moi, je suis désolé, je suis du côté du policier dans cette affaire. Et je pense que le policier, je lui fais confiance, bien sûr. Et c'est un drame pour Naël, néanmoins. Maintenant, vous ne pouvez pas exclure qu'en cour d'assises, il puisse y avoir un acquittement. Surtout qu'il y a des jurés populaires. Même avant, en fait. Mais moi, j'aimerais que... Au niveau de la Cour de cassation Oui, non. la chambre criminelle de la Cour de J'aimerais cassation que ce soit avant, doit se en fait. prononcer là-dessus. Ouais. J'aimerais que la justice, avant même d'aller dans une cour d'assises, qu'il y ait des juges qui aient assez de courage pour voir un dossier et dire il y a non-lieu parce qu'il n'y a pas d'éléments pour poursuivre. Le non-lieu, c'est quoi ? C'est de considérer qu'on n'a même pas d'éléments pour poursuivre. C'est ça le non-lieu. C'est ça. Qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'infraction. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans ce dossier ? C'est difficile, d'abord. Oui, c'est difficile d'être courageux. Oui, dossier, effectivement. comment comme voulez-vous toujours. On le connaît, le dossier, pardonnez-moi. Moi, ce qui m'a profondément connaît choqué, tous. c'est l'élément intentionnel qui avait été retenu, c'est-à-dire la volonté de tuer. Ça, j'y croyais pas du tout. Oui, mais en fait, ça, c'est la question de la qualification des faits. Vous avez raison. On peut le qualifier en meurtre, en coup mortel ou en homicide involontaire. Bon, l'homicide involontaire, c'est pas trop on n'est pas dans ce cas-là précisément. Et il y a cette deuxième question juridique qui est posée dans ce dossier, c'est est-ce que Florian a tiré, est-ce que son tir était légitime ? Et ça, il y a 2 textes de loi qui l'encadrent, 2017, la légitime défense et la loi de 2017 sur le refus d'obtempérer, sur l'usage des armes, sur des véhicules en mouvement. Et c'est ce texte, quand vous regardez ce texte-là, qu'est-ce qu'il est dit dedans ? Que les policiers ont le droit d'utiliser leur arme pour des véhicules qui refusent d'obtempérer et qui sont susceptibles d'entraîner Donc on regarde la ce que mort. vous dites, il aurait pu Et avoir donc, un il non-lieu. rentre dans Et c'est ce d'ailleurs ce que texte-là. dit M. Liénard. Bon, on marque une pause, on reste encore quelques secondes avec nous parce que c'est passionnant, mais on voit bien, moi j'entends et je comprends ce que veut dire Georges, parce que l'émotion est telle dans le pays. Au petit matin, un joueur phare de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'exprime sur Twitter et j'ai mal à ma France, dit-il, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti trop tôt. Il n'en sait rien en fait. Moi, ce que je trouve effrayant dans notre monde aujourd'hui, c'est que Kylian Mbappé, il n'en sait absolument Oui, il en sait rien. Mais Pascal, rien du tout. Et malgré cela, il donne son avis, et son avis, il est important pour la société française. Mais on voit aujourd'hui que notre société Ça lui colle à la est peau. folle. Hein. Ce tweet lui colle à la peau. Bien sûr. Oui, parce que les gens... Je parti trop tôt. Oui. Il y a ça, et il y a l'appel à voter contre le Rassemblement National. d'image. Voilà, il a changé considérablement d'image. Hein. Oui, il fait plus de consensus. Exactement, et en bravo. plus,
Et en plus, quand il dit ça, il a le brassard de l'équipe de capitaine de France quand il appelle à voter contre Moi, je trouve le RN. ça, je vous assure, je pense aux policiers, il y en a peut-être qui sont en train de nous écouter, qui sont sur le terrain en permanence et qui, avec une décision comme celle-là, ont le sentiment de ne pas être défendus. Et moi, j'ai envie d'être de leur côté, pardonnez-moi de le dire. C'est le piège dans lequel on est tombé, ou en tout cas qu'on nous a tendu collectivement, c'est-à-dire c'est le fait de dire que si vous défendez le policier, ça veut dire que vous considérez et que vous pensez que Nahel méritait de mourir. Mais jamais pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que vous considérez que le tir est légitime que de l'autre côté vous vous dites il méritait de mourir ce jour-là. Personne ne mérite de mourir. C'est un gosse qui a 17 ans. Personne ne mérite de mourir, bien évidemment. Mais évidemment que ça ne supporte aucune... Et moi, tout prendre entre un non-lieu et un acquittement, je préférerais l'acquittement. Mais bien sûr parce que le non-lieu, c'est des juges dans leur cabinet. Oui, l'acquittement, c'est au grand jour par un jury. Et si c'était vous qui étiez... Vous êtes vraiment, je vous assure, Georges, si c'était vous qui étiez au cœur de ça, vous préféreriez 50 procédures et finir par un acquittement plutôt qu'un non-lieu. Évidemment. Pensez un petit peu aux policiers. Évidemment. Alors évidemment, mais ça a plus de force un acquittement qu'un non-lieu. Je vous assure, je me retiens, Georges. J'adore votre relation. Je vous aime beaucoup, Georges, je vous aime beaucoup, mais vraiment, on n'a pas la même culture. Avec vous, la société française, elle est mal barrée, je vous le dis vraiment. Parce que vous ne voulez pas faire preuve d'autorité. Vous avez peur. Toutes vos décisions, toutes vos prises de parole sont gouvernées par une chose. Pas de vague, on va pas faire de bruit. L'affaire Traoré, l'affaire de Madame Halimi qui a été défenestrée. Il y a eu un non-lieu qui a été vraiment dénoncé, d'ailleurs à juste titre. C'était un scandale. C'est celui qui savait des bouffées délirantes là. J'aurais préféré, moi, qu'il y ait un procès et un acquittement. Mais ça n'a rien à voir. C'est l'exact contraire. C'est l'exact contraire. C'est scandaleux qu'il y ait eu non-lieu. C'est scandaleux qu'il y ait eu non-lieu. Oui, là, c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse. Mais le type a été jugé fou alors qu'il ne l'était pas. Il fallait laisser une cour d'assises juger. Vous m'inquiétez, Georges. Là, franchement, là, vous m'inquiétez. Là, vraiment, il est 17h45. Parce que là, c'est le contraire. Donc, ça pas. Moi, j'aime bien la justice publique transparente. Voilà. Plutôt que dans un cabinet. Alors, vous étiez juge d'instruction. Ah oui, mais je critique la. Oui, écoutez, ne faisons plus de juge d'instruction du tout, et puis allons directement tout le monde au procès. Comme ça, on est les derniers. Comme ça sera plus on est les derniers au monde à avoir un juge d'instruction. Et monter un spectacle, tous les deux. Les Anglais l'ont supprimé. Et ça va cartonner. En fait, le problème, c'est que vous ne parlez, l'Italie, vous ne parlez même pas la même langue. On parle pas la même langue. Oui, mais je sais que 17h46, ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit, Gauthier, là ? J'ai rien dit. Ah, oh là, attention. 17h46. Non, mais ça m'intéressait.